SCP-2009. Classe Keter, objet numéro SCP-2009. Procédure de confinement spéciale. Les échantillons de SCP-2009-2 doivent être contenus dans une cellule de stockage réfrigérée conforme au BSL-4 située au biosite 98. Si une instance de SCP-2009 est requise à des fins de test ou d'interrogatoire, un seul membre du personnel de classe D doit être exposé à 3 grammes de SCP-2009-2. Après l'exposition, l'individu infecté doit être contenu dans une cellule de confinement conforme au BSL-4 pendant une période d'au moins 9 jours, après quoi il doit être considéré comme une nouvelle instance de SCP-2009. L'infection de membres du personnel de classe D par SCP-2009-2 ne peut avoir lieu sans l'approbation d'au moins 2 membres du personnel de niveau 4 présents sur le site. Tout au long des tests, l'instance de SCP-2009-1 doit être conservée dans une cellule de confinement conforme au BSL-4, maintenue à absolument 10 degrés Celsius. L'humidité dans sa cellule, celle de SCP-2009, doit être maintenue à 0%. Le personnel de la Fondation doit porter une combinaison hazmat de niveau A lors d'interactions avec SCP-2009-1 et doit toujours subir une décontamination complète à la suite de cette interaction. Après la fin des tests ou de l'interaction, l'instance de SCP-2009 doit être détruite, dans tous les cas, et ses restes incinérés. Les installations médicales, les médias et les forces de l'ordre doivent être surveillés afin de détecter des instances non confinées de SCP-2009. Après confirmation et évaluation de la gravité, la force d'intervention mobile RO8, les chasseurs de champignons, doit être envoyée afin de confiner les instances. Description. SCP-2009-1 est la désignation de toutes les instances d'un humanoïde mâle anormal capable de reproduction asexuée au moyen de spores. Les instances de SCP-2009-1 sont génétiquement identiques et démontrent, avant la mutation en tout cas, une physiologie non anormale. Les instances de SCP-2009 sont parfaitement saines et sont capables de socialiser normalement jusqu'au moment de la production d'instances de SCP-2009, vous l'aurez deviné. Les instances s'identifient comme Thomas Oeng. Aucune instance n'est consciente de ses propres anormales. Et toutes les instances partagent également une base de souvenirs commune, comprenant l'enfance et le début de l'âge adulte, qui se déroule justement dans la communauté de Pollensby, en Californie. S'il est exposé à des températures de plus de 20 degrés et à une humidité de plus de 40% pour une période de plus de 5 jours, alors SCP-2009-1 se mettra à la recherche de zones sombres, préférant les grands bâtiments et les endroits adjacents aux zones de trafic piétonnier en hauteur. Le corps de SCP-2009-1 commencera à se distendre et à se scinder en de minces filaments à base de chitine. SCP-2009-1 utilisera ces filaments pour s'ancrer aux murs et aux objets proches, et, si possible, en tirer une source de nutriments limitée. SCP-2009-1 cessera toute activité cérébrale, convertissant l'intégralité de son énergie à la production de SCP-2009-2. SCP-2009-1 poursuivra alors la production et la sécrétion de SCP-2009-2 jusqu'à ce que mort par épuisement s'ensuive. SCP-2009-2 est un spore microscopique créé par SCP-2009-1 et qui est capable d'infecter tous les êtres humains. Au cours d'une période de production typique, SCP-2009-1 est capable de produire 55 kg de SCP-2009-2. Les instances de SCP-2009-2 se propagent dans l'air et infectent les humains par le système respiratoire. Dans les 3 à 4 jours suivant l'exposition, les personnes infectées par SCP-2009-2 commenceront à présenter des symptômes de nausée, de léthargie et de photosensibilité. De plus, les individus tenteront d'éviter les contacts sociaux, s'isolant ainsi des autres. Du 5e au 8e jour, surtout, la physiologie des individus infectés va même commencer à changer pour correspondre doucement à celle de SCP-2009-1. Le processus peut entraîner divers niveaux d'inconfort, proportionnels aux similitudes physiologiques entre l'individu et SCP-2009-1. Les personnes infectées sont conscientes des changements et ressentent souvent une extrême détresse psychologique durant tout le process. À partir du 8e ou du 9e jour, la physiologie de l'objet, du sujet en particulier, correspondra exactement à celle de SCP-2009-1. De même que son état psychologique initial, son ADN ainsi que tous ses souvenirs. Les instances de SCP-2009-1 nouvellement créées démontrent avoir tout oublié de leur vie avant leur transformation. Et si vous voulez un peu plus de détails, SCP-2009 fut découvert lors de rapports qui faisaient état d'une infection généralisée par une maladie encore inconnue dans la ville de... je peux pas vous dire quelle ville, malheureusement, mais c'était aux États-Unis, et ont été envoyés au Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Je peux pas vous dire la date non plus, malheureusement, mais c'était en 98. Les agents de la Fondation, intégrés à l'équipe d'intervention initiale, ont signalé des changements psychologiques extrêmes provoqués par l'exposition à SCP-2009-2 chez, accrochez-vous bien, 46% des habitants de la ville. La ville a immédiatement été mise en quarantaine et les personnes infectées ont été prises en charge par la Fondation. On ne sait pas vraiment ce qui est arrivé d'elles.
Les équipes du CDC et le reste des habitants de la ville ont été, quant à eux, isolés jusqu'à ce que la nature de SCP-2009 devienne apparente. La ville fut détruite et incinérée sous prétexte d'un incendie forestier dévastateur, toujours en 98. Évidemment, c'était faux. Les équipes du CDC et les résidents non infectés, eux, se sont vus administrer des amnésiques de classe E et ont été remis en liberté le lendemain. Toutes les instances de SCP-2009-1, nouvellement créées, à l'exception de 3 d'entre elles, ont été détruites et incinérées. Les autres étant utilisées à des fins de test ou alors pour étudier le processus de création d'instances de SCP-2009-2. Lors de la destruction de, je peux pas vous le dire, désolé c'est confidentiel, les restes disséqués d'une instance de SCP-2009-1 ont été retrouvés à l'intérieur du clocher de la première église méthodiste. Il est soupçonné que cette instance était le vecteur d'origine de SCP-2009-1, bien qu'il soit impossible, et surtout aujourd'hui maintenant que toute la ville a été brûlée, de savoir s'il s'agissait vraiment de la première instance de SCP-2009-1. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.